bonsoir. Merci d'être là et d'avoir tenu jusqu'au bout. C'est jamais facile de passer sur le dernier créneau, mais je sais que c'est pas facile non plus en tant qu'auditoire sur le dernier créneau de tenir. Donc merci d'être avec moi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller creuser un peu du côté de votre cerveau et d'aller vous faire réfléchir. Un peu d'introspection sur vous-même pour aller voir est-ce qu'on mettrait pas en évidence quelques biais complètement inconscients que vous avez et qui vous freinent dans l'acceptation des autres et de leurs différences. Okay. Mon but, c'est de vous faire participer. Je vais le faire plus ou moins en fonction des 3 activités, vous allez voir. Mais merci à vous déjà pour votre engagement. Et on commence directement avec une activité qui s'appelle le Royaume des animaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher juste après 4 animaux à l'écran. Et je vais vous demander de choisir si vous deviez passer demain une journée dans la peau de un de ces animaux, ce serait lequel ? Je vous demande pas de réfléchir très compliqué. Allez-y à l'instinct, le premier qui vous vient, regardez les 4, le premier qui vous vient, choisissez-le et gardez-le jusqu'à la fin de l'activité. D'accord ? C'est clair pour tout le monde ? Je vous montre 4 animaux, vous en choisissez un, allez-y rapidement et vous le gardez, vous ne changez pas pour tout le reste de l'activité, même si vous auriez envie de changer après. Il n'y avait pas de bonne réponse. Ok, si demain vous deviez passer une journée dans la vie d'un animal, vous seriez plutôt caméléon, plutôt guépard, plutôt aigle ou plutôt tortue ? Ok, je te laisse libre de choisir. C'est vrai, parce que je me suis posé la question au moment de l'image et je trouvais la tortue de mer beaucoup plus mignonne. Du coup, j'ai choisi cette illustration. Originellement, dans l'activité, c'était plus une tortue de terre, mais je pense que ça marche dans les 2 cas, donc fais-toi plaisir. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde a son animal ? Ok, la suite va se passer sur WooClap. Je vais mettre le QR code juste après. Si jamais vous n'avez pas de smartphone ou que vous ne voulez pas, vous pouvez le faire dans votre tête ou faire copain-copain avec votre voisine ou votre voisin pour participer à l'activité. Quand vous allez arriver, vous allez avoir un écran bleu qui ressemble à ça. Et je vous demande, la première chose que je vous demande, c'est de choisir d'être dans l'équipe de l'animal que vous avez choisi. Okay. Et ensuite, il va y avoir des questions. Et l'outil n'est pas hyper user-friendly pour ce que je voulais, mais je fais avec ce que je peux. Et du coup, quand vous arrivez, en fait, par défaut, il vous met toujours sur le guépard en premier. Or, je vais vous demander de répondre pour l'animal que vous avez choisi. Du coup, il faut aller dans l'espèce de petit menu déroulant qui est là. Et là, il vous laisse le choix. Du coup, il y a 2 actions. Une fois que vous avez choisi, vous allez choisir votre animal plusieurs fois, quoi, finalement. Vous allez rejoindre l'équipe et ensuite, une fois que la question sera lancée, il faudra répondre donc pour cette première question uniquement pour votre animal. Donc, il faut que vous alliez dans le menu déroulant, trouver votre animal et là, vous pouvez répondre à la question. C'est clair pour tout le monde ? Ok. Donc voilà, le WooClap, n'hésitez pas à me dire si vous n'arrivez pas à y accéder. Okay, normalement, il y a le QR code et s'il y en a où le QR code ne fonctionne pas, vous pouvez aller sur wooclap.com et mettre ce code, ça devrait fonctionner. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Pas encore, je vois des téléphones levés. Si vous avez un gros problème, WooClap vous permet de dire « Je suis perdu, sauvez-moi ». Comme ça, je le vois. Ah, une personne est perdue, c'est pour tester. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ok. J'ai volontairement laissé peu de temps pour les questions, mais vous inquiétez pas. C'est une question très simple, la première question que je vais lancer. Je vous demande simplement, ça discute encore, je vous demande simplement de décrire pourquoi, de m'écrire des raisons rationnelles. J'essaye d'avoir des raisons rationnelles de pourquoi vous avez choisi cet animal. Qu'est-ce qui vous apporterait ? Ah, en cas de tir, ça s'affiche pas bien. J'avais pas fait le test. Tant pis. Je vais... Le prenez pas mal... Ah, j'essaye de supprimer les doublons des fois, mais si j'arrive.
Alors, ça, c'est un truc d'aigle. Voilà. Prenez bien, voilà, il faut bien prendre le milieu roulant pour que ça fonctionne. Ok, super, merci. Alors c'est écrit tout petit, je me rends compte là. Je vais vous lire rapidement les réponses qui ont été dites. Je vais assez vite sur ce reparti. Alors pourquoi les gens ont choisi Guépard? Parce qu'ils aiment sa rapidité, son élégance, et parce que c'est un gros chat. Il est rapide et sportif. Il aime prendre une partie de son temps pour dormir, et il agit rapidement de temps en temps. Il a une liberté de mouvement. J'essaye de pas trop répéter. Il explore la savane, très rapide. Il peut s'enfuir en cas de situation. Et on l'aime parce que c'est un chat. Les personnes ont aimé être tortue parce qu'une tortue, c'est robuste. Parce qu'il y a peu de gens qui sont tortues. C'est résilient. Ça prend le temps d'observer. Ça semble plus conscient de son environnement. Permet de prendre le temps d'analyser. Il y avait beaucoup de copains-copines par là. Ça va doucement. Voilà. Pour les caméléons, ça change de couleur, ça avance à son rythme, c'est super mignon. Ça permettrait d'être dans la peau de quelqu'un de différent quand je le souhaite, de parfaitement m'adapter à mon environnement. Toujours pour faire sur les autres, comme les autres, puisqu'il y a mon ami qui a fait pareil. Il y a l'idée d'adaptation et de changement. Ça a l'air cool de manger des mouches et de chiller sur les branches. C'est mignon et pas prétentieux. Le calme, pas de regard, on ne regarde pas. Être pluriel. Il y a des yeux indépendants, oui, il permet de voir séparément. Ok. L'aigle, il permet de voir tout le monde de plus haut. Il a une vue d'ensemble, sensation de liberté. On peut voler, avoir un point de vue radicalement différent. Donc, c'est dans le ciel. Toujours voler. Et la sensation du vide, pour moi qui suis sujet au vertige, incroyable. Il m'arrive d'en croiser. On n'est pas chassé. C'est un lien avec Harry Potter, effectivement. Il symbolise la liberté. Il vole et il a une super vue. Ok, super, merci beaucoup, c'est top. Je vais poser une deuxième question. En fait, c'est la même, mais à l'inverse. Je vais vous demander cette fois-ci de répondre pour les 3 animaux que vous n'avez pas choisis. Pourquoi vous ne les avez pas choisis, tout simplement. Ok, donc la question inverse, je lance pas tout de suite parce que je rajoute une contrainte. J'aimerais, vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Et du coup, c'est difficile pour moi de tout lire ou quand il y a beaucoup de répétitions. Donc, essayez de ne pas donner de réponse du style parce que j'y suis allée à l'instinct ou parce que je préférais l'autre. Ça ne m'intéresse pas. Je voudrais vraiment des caractéristiques, en fait. Qu'est-ce qui fait que cet animal-là, quelle est la caractéristique de cet animal-là qui vous a déplu finalement ou moins plu? C'est clair pour tout le monde? Vous avez vu, il y a des cœurs. Vous pouvez liker les réponses des autres. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder s'il y a déjà une réponse qui vous plaît plutôt que de l'écrire vous-même. Donc, choisissez dans le menu déroulant, cette fois-ci, les 3 animaux que vous n'avez pas choisis, vous ne répondez pas pour l'animal que vous avez choisi.
Terminé, merci. J'ai fait volontairement court parce qu'on a déjà énormément de réponses comme ça. Ne soyez pas trop frustrés. Du coup, je vais pas tout lire parce que j'ai regardé, il y en a vraiment beaucoup trop et ce serait super intéressant d'aller jusqu'au bout. Mais en 45 minutes, c'est dur. Du coup, pourquoi d'autres personnes n'ont pas aimé le guépard? Parce que c'est trop commun de vouloir être rapide et fort, et puis on en a assez dans notre vie. Parce que j'ai pas envie de courir après le temps, ça fatigue, parce que c'est un chasseur, c'est un prédateur. Le vibe, je suis plus fort que les autres, ça fait prétentieux, puis ça mange pas de légumes. La tortue, parce que c'est vraiment trop lent. Lenteur extrême, immobilité, c'est trop fragile, c'est vulnérable. Ils ont la vie dure. Replié sur elle-même. Généralement, alors je sais pas si j'aime pas la salade ou des choses comme ça, mais là, il n'y a pas. Caméléon, j'ai pas aimé la série, ok. Pourquoi moi manger des mouches et loucher, non, hein. Voilà. Je veux pas me cacher, c'est petit, ça se met en danger, c'est trop solitaire, c'est visqueux. J'aime bien, c'est flippant. Pourquoi pas l'aigle? Parce que ça fait penser aux USA et en ce moment, on est d'accord. La prédation, j'ai plus de mal à m'identifier à un truc qui vole parce que moi-même je ne vole pas. Ok, trop chouette. C'est prétentieux, c'est trop solitaire. J'ai le vertige, etc. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Là, si je vous ai fait cette activité, vous en apprenez quoi là? Si je m'arrêtais là et vous repartiez chez vous tout de suite maintenant. On a tous nos préférences, j'entends. Alors peut-être lever la main parce que j'entends beaucoup de choses mais pas assez distinctement. C'est facile de trouver les défauts des autres, surtout quand il y a une émulation de groupe, c'est ça? Oui, tout à fait. Exactement. On voit des points positifs, des points négatifs, et finalement, c'est les mêmes qu'on va retrouver pour certaines personnes. Ça va être quelque chose de positif, pour une autre personne, quelque chose de négatif, et finalement, on retrouve les mêmes. Ok. Oui, on projette notre vision beaucoup. Il y a quelque chose qui vient de nous qui se fait projeter finalement dans cette réponse-là. Ok. Oui. Ah, j'adore cette remarque, merci beaucoup, je l'avais encore jamais eue et j'aime beaucoup ça, de se dire qu'en fait, quel que soit qu'on choisit, les autres personnes vont finalement nous critiquer et parfois d'une façon que nous, on n'avait même pas pris conscience ou pas réalisé qu'on pourrait être critiqué pour cette chose-là. Super, merci beaucoup pour cette remarque. Ok, cette activité, mon but c'était, désolée, je vais m'arrêter là, c'était déjà pour vous faire prendre conscience qu'on vit des réalités différentes, tout simplement. Et en fait, on a juste tendance à l'oublier dans notre quotidien que notre façon de penser n'est peut-être pas la façon de penser de notre voisin. C'est tout. Et vraiment, on l'oublie. Et j'adore cette activité parce qu'en fait, elle va beaucoup plus loin que les animaux. On parle un peu d'humain ici quand même. Et avant d'aller beaucoup plus loin, je prends des pincettes pour dire que tout ce qui suit est à se prendre avec toute notre subtilité et toute notre complexité humaine. Je ne suis pas là pour mettre des gens dans des boîtes, je ne suis pas là pour vous enfermer avec des étiquettes. Je suis en train de proposer une grille de lecture qui, moi, a été un déclic pour moi et m'a aidé dans ma vie de couple particulièrement, mais dans tous les groupes dans lesquels j'ai participé. Parce que j'habite depuis 7 ans en habitat participatif et aussi dans mes équipes de dev. Du coup, ces animaux ne sont pas choisis au hasard. En fait, ils représentent 4 types de comportements qu'on pourrait voir dans nos équipes et en fait qui reflètent 4 besoins fondamentaux de l'être humain. On a tous des besoins, mais ils vont s'exprimer différemment et on va les exprimer avec des stratégies différentes. Et en fonction de ce qui se joue pour nous à ce moment-là, on va tendance à avoir des comportements différents. Donc, par exemple, le caméléon, ça pourrait être quelqu'un qui a un très fort besoin d'appartenance, quelqu'un ce qui craint le plus au fond de lui, et ça peut être totalement inconsciemment, c'est le rejet. Et du coup, on parle de dominante, faire plaisir, et c'est des gens qui vont être très adaptables, très empathiques, se soucier du besoin des autres. Finalement, ils vont avoir les défauts, les inconvénients du caméléon, à un moment donné, particulièrement. C'est pour ça que je dis avec toute la subtilité, ça va être un moment donné, de pouvoir s'adapter, mais de peut-être être fragile, de peut-être un peu aller s'oublier, etc. Juste un truc, parce que j'ai oublié de le dire avant, c'est pas parce que vous avez choisi le caméléon complètement instinctivement en une demi-seconde que c'est ce comportement que vous allez reproduire dans mon équipe. On est bien d'accord avec ça.
Il y a une corrélation, je pense, mais ça ne veut pas dire, voilà, je ne suis pas en train de faire un test de psychologie en 2 demi-secondes sur 4 animaux. Voilà, qu'on soit très clair. Le guépard, ça va être une personne qui a un très fort besoin de contribution. Elle a envie d'être utile, en fait. Et du coup, ce qu'elle craint le plus, c'est l'insignifiance de ne pas être vue. Et du coup, ça va être des personnes qu'on parle de cartes dominantes toujours plus. C'est-à-dire des personnes qui vont jamais se satisfaire du statu quo, de où elles en sont, de ce qui se passe, et qui vont aller constamment vouloir aller encore plus loin et encore faire mieux. C'est des personnes qui sont très dynamiques, qui peuvent être une bonne locomotive dans une équipe. Les aigles, c'est des personnes qui vont avoir un fort besoin de capacité, de se sentir capable de faire les choses. Ce qui craignent le plus, c'est la critique ou l'humiliation. On parle de carte dominante contrôle, et ça va être des gens très organisés qui vont être hyper utiles dans les équipes en temps de crise parce qu'ils veulent tout planifier, ils savent tout faire et ils savent avancer. Okay. Et les tortues, c'est des personnes qui ont un fort besoin de paix et de sécurité. Finalement, ce qu'elles craignent le plus, c'est le stress et la souffrance. On parle de carte dominante confort, et ça va être les personnes qui vont nous aider à ralentir, à voir la beauté des choses, à prendre le temps, à se rendre compte que peut-être on peut en faire un peu moins et que ça va bien aller. Okay. Et je parle de tout ça parce qu'on a besoin de tous ces gens-là dans nos équipes. Les équipes qui fonctionnent le mieux sont des équipes qui ont l'intégralité de ces choses-là. Moi, avant, j'étais enseignante et j'ai animé beaucoup d'ateliers autour des compétences psychosociales, ce que nous on appelle les soft skills, dans les écoles auprès des élèves, et donc notamment cette activité. Et c'est hyper drôle parce que dans l'activité, on les répartit les élèves en fonction de l'animal qu'ils ont choisi. Et les groupes, une fois qu'ils sont répartis par animaux, vont avoir des caractéristiques hyper fortes. Les camélons vont venir me voir en disant « Madame, c'est bien ce qu'on fait, est-ce que c'est ça qu'on fait ça ?» Pendant que les lions, les aigles sont en train de s'engueuler sur qu'est-ce qu'ils vont mettre, et que les tortues ont mis 2 trucs sur leurs feuilles et qu'ils attendent que ça se passe. Et ce qui fonctionne dans une classe, c'est d'avoir tout ça. On a besoin de tous ces gens-là. Tous ces gens-là ont des choses à nous apporter. Donc je pense, si je vous raconte tout ça, c'est plus vraiment ce que je vous dis pour avoir ce biais-là en tête. On vit des réalités différentes. Et je pense que inclure des personnes le plus différentes possible dans nos équipes, d'avoir des tas de profils différents, que ce soit les profils dont je vous ai parlé, mais d'autres choses, d'avoir plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap, etc., permet à nos produits d'avoir plus de valeur. L'exemple que j'ai envie de citer, c'est l'exemple de l'application Health pour faire le suivi de santé chez Apple, qui est sortie en 2015. Elle a commencé à inclure le suivi des menstruations en 2019, soit, donc c'est, j'allais dire 5 ans après, mais là mes calculs sont plus faux, donc peut-être que, ouais, mais du coup je me suis peut-être trompée dans les dates, peut-être 2014-2019, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, bien après. Et moi je me dis, si jamais dans nos équipes, dans leurs équipes de dev qui ont conçu cette application, il y a eu des femmes, peut-être, j'en sais rien, hein, peut-être que ce serait arrivé plus tôt. Et plus on a de diversité dans nos équipes, plus on challenge qui va utiliser, plus on challenge les réalités différentes finalement de nos utilisatrices et utilisateurs, et plus on a des chances que ce qu'on produise soit adapté au plus grand nombre. Et ça, c'est vrai au niveau du produit, mais c'est clairement vrai dans notre code. Moi, je suis développeuse et il s'est passé un truc un peu déclic dans ma vie le jour où j'ai compris que j'écrivais pas pour les ordinateurs. D'ailleurs, ma fille m'a demandé « Tu fais quoi dans la vie ?» Je lui ai dit « J'écris que pour les ordinateurs. » Tu sais, je suis un peu la fille qui murmure aux ordinateurs. Je leur dis quoi faire et ça marche. Tu vois, on fait ce qu'on peut avec des enfants pour expliquer. Et puis à un moment, je me suis dit « Mais c'est totalement fou, en fait. » Moi, finalement, j'écris pas vraiment pour des ordinateurs. J'utilise des choses qui sont déjà toutes utilisées, toutes déjà faites pour moi. C'est-à-dire que le langage, le framework, tout ça, eux, ils vont parler à l'ordinateur, en fait. Ils vont transformer les mots que moi, je mets dans mon fichier, qui pourrait être un fichier texte, et eux, ils vont le compiler, ils vont en faire des bits du code, du machin, l'exécuter. Mais finalement, moi, ce que j'écris des mots en anglais, mais j'écris pour des humains, non ? En fait, mon job, il est vachement plus littéraire que ce que je croyais, en fait. Mon but, c'est de raconter une histoire. Mon but, c'est de faire quelque chose que la personne d'après qui va lire, elle va comprendre, et la personne d'après, ce sera peut-être moi d'ailleurs, ce sera peut-être mes collègues, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce sera un humain. Et moi, je trouve ça vachement important dans notre métier de prendre cette dimension-là, que ce que nous, on écrit, ça doit être compréhensible par un maximum d'autres êtres humains, parce qu'on l'écrit pour que des humains le comprennent. Et comme moi, j'ai ma façon de penser, si je suis la seule à passer dans mon code, il y a
peu près beaucoup de chances que la personne d'après, en fait, elle ne comprenne pas trop ce que j'ai voulu dire. Et donc, plus on est de personnes à être passées sur un bout de code, plus on est de personnes finalement à avoir confronté nos logiques internes et notre façon personnelle de raisonner, et plus on a de chances que le code qui aboutisse de ça soit compréhensible et accessible par un maximum de personnes. Donc, je suis une grande fan du pair programming, du mob programming qui force ça, en fait. Du code n'est jamais écrit s'il n'est pas passé par le cerveau de quelqu'un d'autre dans ces pratiques-là. Donc je suis assurée qu'il y a au moins 2 cerveaux qui ont confronté leurs réalités différentes avant que ce soit écrit. Et même si vous ne pratiquez pas ça, j'imagine que vous pratiquez des merge requests. Et pour moi, la merge request, elle est là pour ça. Allez-y, rentrez à fond dans le truc en disant « j'ai pas compris ta logique, moi ma logique, elle me dit que j'aurais fait ça ». Et confrontons nos logiques, et c'est comme ça qu'on accède à un code qui est plus compréhensible par un maximum de personnes. Ça va ? Ok, merci. On va faire une deuxième activité, celle que je vous ai demandé le plus d'implication parce que j'ai besoin de volontaires qui vont venir là avec moi. On va faire un petit jeu qui va durer quelques minutes. Je ne vous demande pas grand-chose. Et c'est un jeu qui se joue en binôme à 2, mais je peux faire autant de binômes que vous voulez. Donc j'aimerais bien avoir au moins 6-8 personnes qui viennent pour avoir un peu de dynamique. Mais si vous êtes motivés, autant que vous voulez, du moment que c'est un nombre pair. Du coup, je vais vous demander là, vous allez vous mettre là, face à face, à peu près 1 mètre l'une de l'autre. Parfait. Est-ce que je peux vous mettre là, face à face, à peu près 1 mètre, un peu plus reculé, un peu plus encore. Voilà, parfait. Est-ce que vous pouvez vous reculer un petit peu? Nickel. Ouais, plus près. Super, je vais vous mettre face à face, à peu près 1 mètre l'une de l'autre. Parfait, merci. Alors peut-être vous allez vous mettre dans ce sens-là, comme ça on va pouvoir caser un max de monde. Face à face, nickel. Parfait, j'arrive. Merci beaucoup, c'est trop génial. Non, vous restez l'un face à face, à peu près 1 mètre l'un de l'autre. C'est parfait. Est-ce que ça va au niveau de la captation? On voit quelque chose ou bof? On va faire comme on peut. Ok. Merci déjà beaucoup pour votre motivation, vous êtes nombreux, c'est trop chouette. Je vais vous faire jouer un petit jeu. Il y a 2 règles. La première règle, c'est que vous voulez gagner. Il faut jouer pour gagner. Jusque-là, ça va. Ok. Deuxième règle est plus compliquée. Les stylos que j'ai mis entre vous modélisent en fait une frontière infinie entre vous deux, entre les 2 personnes qui sont face à face, d'accord. La partie qui est là où vous vous situez est votre territoire, et la partie qui est de l'autre côté de la frontière est le territoire de l'autre personne. Jusque-là, ça va? Ok. La règle, vous gagnez si l'autre personne arrive dans votre territoire. Je répète, vous gagnez si l'autre personne entre dans votre territoire. Ça va? Et il y a quand même des contraintes parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc je vous interdis de parler, je vous interdis de vous toucher et je vous interdis de modifier la frontière. Ok? J'ai rien compris, c'est normal, c'est ok. De ton côté, donc tu as la frontière infinie, là c'est ton territoire, là c'est son territoire. Tu gagnes si elle entre dans ton territoire. C'est plus clair? C'est pas grave si c'est pas... Est-ce que ça va à peu près? Non, les interdictions, je vous interdis de parler, je vous interdis de vous toucher, je vous interdis de modifier la frontière. Ouais, vous pouvez faire des gestes. C'est bon? Allez, c'est parti. Si le jeu a commencé. J'attends un peu parce qu'elle est en cours. Normalement, oui, mais si tu as choisi de retourner, il y a peut-être une raison. Ok, merci beaucoup. Ok. Ok. Merci, on va s'arrêter là. Est-ce que vous pouvez rester là où vous êtes, s'il vous plaît? Ok, comment vous vous sentez?
Amusé, bête. Ouais. Ok, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez vu comme comportement? Ouais. Ah, tu me spoil, merci. Il y a un couple qui a gagné. Alors attendez, je prends toutes vos remarques après parce que du coup, je vais juste leur faire refaire. Donc ma question est effectivement qui a exactement été dit. Est-ce que j'ai dit à un moment dans le jeu qu'une seule des deux personnes pouvait gagner? D'ailleurs, il y a un binôme où deux personnes ont gagné. Ok. Si je vous laisse rejouer là pendant 10 secondes, je vous laisse rejouer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais faire le débrief et prendre les questions, mais une fois qu'ils seront rassis pour tout le monde. Merci. Hmm, exactement. Tu voulais pas perdre. Ok. Et du coup, je vais reprendre le fil des questions s'il y en avait qui avaient des remarques. Oui. Ouais. Ah. Il y a un truc un peu malsain, nous, genre on est de bribe, enfin ouais, d'attirer l'autre. On fait une espèce, allez, ils font des danses, ils proposent des trucs, genre vas-y viens. Enfin, c'est un peu malsain, ouais, ok. Et du coup, on se sent un peu bête, un peu coincé parce que ça marche pas très bien. On est d'accord? Oui. Oui. Effectivement, le jeu est fait pour. Hein. Quand je vous dis vous êtes là pour gagner, évidemment, ça amplifie ça. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé donc ici? Ouais, vas-y. Exactement. On n'a pas l'habitude d'avoir un jeu où tout le monde peut gagner, et du coup on n'y pense pas, mais genre on n'y pense pas du tout. Du coup qu'est-ce qu'on fait? Ben on fuit dans la solution perdant-perdant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde perd en fait. Ok. D'ailleurs, le binôme qui a gagné au début, donc effectivement, alors je sais plus où est la personne a fait gagner son partenaire, puis après c'était un peu, elle a dit ouais, tout, elle était trop contente, puis après du coup ils savaient pas trop quoi faire, elle a retourné chez lui, genre en mode bon, c'est fini, alors qu'en fait, ben non, en fait, il pouvait toujours gagner autant. Et j'ai entendu dire, je suis restée là parce que je voulais pas perdre. Est-ce que j'ai dit à un moment, quelque part dans les consignes, que vous perdiez? En fait, est-ce que si l'autre personne gagne, vous perdez? Ben non. Enfin, en fait, dans le jeu, il n'y avait rien. Mais c'est tellement ancré dans notre cerveau que d'ailleurs, quand je vous dis il y a deux personnes qui peuvent gagner, qu'est-ce que les gens font? Ils font cette espèce de danse-là. Vous avez vu ou pas? Ouais. Pourquoi? Pour s'assurer qu'on gagne bien en même temps. Pourquoi? Parce que s'il y a une personne qui gagne en premier, c'est elle qui a vraiment gagné. Mais pourquoi? Et en fait, pourquoi j'ai un peu la réponse. En fait, notre société, depuis qu'on est tout petit, en fait, c'est tout ce qu'on nous présente. On nous présente que dans un jeu, il y a un gagnant et il y a un perdant. Que si moi je vais gagner, il faut que l'autre perde. C'est important que l'autre perde, parce que sinon, j'ai pas vraiment gagné. Et on a cette image un peu d'un monde fini que moi j'ai représenté sous forme d'une pizza ou d'un gâteau qui est, j'ai le gâteau. Donc si moi je veux avoir une plus grosse part, la personne en face doit en avoir une plus petite. Ou dit autrement, si l'autre personne veut aussi du gâteau, j'en ai forcément moins. Du coup, je perds. Mais c'est pas vrai tout le temps dans la vie. Et moi, je crois pas que si on laisse plus de place aux femmes dans la tech, les hommes vont beaucoup y perdre. Mais je crois que quand on a d'autres personnes qui sont un peu différentes de nous et qui nous demandent des choses et qui demandent à gagner des choses, je pense qu'inconsciemment, on se dit bah non, il ne faut pas qu'elle gagne parce que si elle gagne, moi, je perds. Et je crois que ça, c'est un biais énorme dans nos relations. Parce qu'on ne conçoit pas, au fond de nous, une relation gagnant-gagnant, on n'a pas ce réflexe-là. En fait, on n'est pas entraîné à. On sait faire si on nous demande, mais on n'est pas entraîné à. Et du coup, une image que moi j'avais envie de vous proposer, c'est l'image de la bougie. Remplacer l'image du gâteau par l'image de la bougie. C'est pas parce que votre voisine est allumée que vous brillez moins fort. Ok. Et l'amour, c'est un peu comme ça. Ça se partage pas.
ça s'illumine. Et je pense que le bien dans nos équipes et que de faire attention aux autres, ben, c'est un peu pareil. C'est pas gagnant-perdant, c'est gagnant-gagnant et on peut tous y partager. Et pour moi, ça, c'est la condition sine qua non qui fait que dans une équipe diverse, parce que je vous le disais avant, on disait c'est chouette d'avoir une équipe diverse, etc. Mais des fois, c'est pas toujours facile d'avoir une équipe diverse. Et ce qui va faire que ça marche, ce qui va faire qu'on va faire des partenariats constructifs, ça va être d'avoir une vraie intelligence collective, c'est-à-dire une équipe qui est capable de faire en sorte que tous ses membres gagnent. En fait, faire de l'intelligence collective, c'est réfléchir ensemble à une solution qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est ça qui va faire que ça marche. Et c'est difficile, c'est pas toujours facile de se confronter aux réalités différentes des autres et de les faire marcher. J'ai travaillé dans beaucoup de collectifs, je vous ai dit, je fais de l'habitat participatif. J'ai monté une association et qui s'est basée fondamentalement sur nos désaccords. Et ça a été dur. Mais qu'est-ce que c'est chouette ce qu'on a fait avant. Parce que moi, je voulais refaire une épicerie participative parce que j'avais déjà eu ça avant et je trouvais ça trop bien. Donc j'ai dit, là, il n'y a pas... j'en ai marre d'aller au Coxy Market qui coûte une blinde et d'avoir des produits que je veux pas. Je veux mon épicerie participative. Et mes voisins m'ont dit, bah non, mais ouais, mais moi, j'en veux pas de mon épicerie participative. Moi, je veux un marché. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, non, mais on va pas changer le monde dans un marché, une épicerie participative. Moi, je veux changer le monde, je veux sensibiliser les gens, la nourriture, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un collectif qui a fait les trois. Mais c'est juste complètement dingue. Du coup, à Chevigné, une petite ville de 2500 habitants au nord de Rennes, il y a maintenant un marché des producteurs, une épicerie participative et régulièrement dans l'année des projections de films pour sensibiliser à l'alimentation. Jamais j'aurais pu faire ça toute seule. Jamais. J'y aurais même pas pensé. Et je pense que c'est vrai dans nos équipes de dev aussi. J'ai plus beaucoup de temps, mais on va faire une dernière activité. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait du tout, cette activité. C'est un truc qui existe en ligne. Ça s'appelle la parabole des polygones. Vous pouvez y aller si vous voulez ou pas. Et avant, je projetais juste le site comme ça, qui existe depuis 2017 ou 2019, je sais plus trop. Et la dernière fois que je l'ai fait pour m'entraîner, on m'a dit ouais, mais ce site, surtout en slide, il rend pas bien, c'est pas du tout inclusif parce que les contrastes des couleurs font qu'on voit pas les formes. Du coup, en venant ici à la conf, comme c'est open source, j'ai repris le code et puis j'ai redessiné en SVG mes petits bonhommes pour pouvoir les changer un peu de couleur. Du coup, je vais passer sur ma version. Alors du coup, je suis désolée, c'est en anglais parce que le code source, pour le coup, est en anglais. Mais du coup, si vous allez directement sur le lien, vous aurez l'accès en français. Exactement la même chose. J'ai juste modifié légèrement les couleurs pour que ce soit plus visible. Donc, c'est une petite parabole et petites activités donc, qui sont mises en place par Nikki Case et Vi Hart. Je vous en parlerai après si j'ai le temps. Et on est dans un monde de petites formes qui sont toutes très mignonnes, mais un petit peu formistes, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, elles aiment bien être dans un environnement divers. Elles ont envie d'être avec des gens qui sont globalement différents d'elles, mais pas trop. C'est-à-dire que si elles sont un peu trop en minorité, elles ne sont pas contentes, elles se sentent mal à l'aise. Du coup, par exemple, on a ce petit triangle qui n'est pas heureux, mais si je le déplace et que je le mets avec d'autres copains, il est content. Donc la règle mathématique, c'est je me déplace si moins d'un tiers de mes voisins me ressemblent. Ok ? Du coup, si j'ai au moins un tiers de mes voisins qui sont comme moi, ça va. Si j'en ai moins, je suis pas content. J'ai envie de bouger, c'est le cas de ce petit triangle ici. Si j'ai du coup ici pour 6 voisins, donc 1 c'est moins d'un tiers. Un tiers ça fait 2 bonhommes, ça va. S'il y en avait 3, 4, 5, je suis toujours contente. Par contre, si jamais je suis entourée uniquement de personnes comme moi, je suis en mode bof, mais bon, ça va. Ok. Qu'est-ce que ça donnerait cette société-là? Du coup, on peut après essayer de voir les déplacer un peu au hasard pour voir ce que ça se passe, pour essayer de les satisfaire. Mais pour que ça aille plus vite, je vais vous lancer directement donc, la simulation. Alors, est-ce que... Il y a un raccourci pour mettre en plein écran normalement. F11, merci. Super, top. Non? Si, ça revient. Ça revient. Ok, je vais vous lancer une simulation. Du coup, là, les petits bonhommes sont répartis au hasard. Il y a pour l'instant moitié-moitié de triangles et de carrés.
Ils se déplacent aléatoirement, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas où ils vont à une case vide aléatoire, en suivant les règles individuelles que nous avons vues avant, c'est-à-dire je me déplace si moins d'un tiers de mes voisins me ressemblent. À votre avis, si je lance la simulation, que va-t-il se passer? J'entends pas, je suis désolée. Les bleus avec les bleus, les jaunes avec les bleus jaunes. Effectivement, le monde se ségrègue. Alors, pas totalement, évidemment. Mais un petit peu quand même. Hein. Ok. On forme des groupes. Très bien. Est-ce qu'à un moment, là, il y a quelqu'un qui n'était pas inclusif dans l'affaire? Non, ils étaient contents hein, d'être... et pourtant, ils sont bien séparés. Alors, on pourrait dire, bon, un tiers, c'est déjà pas mal en vrai, parce qu'un tiers, ça veut dire que tu acceptes quand même d'être en minorité. Mais tu pourrais dire, bon, une solution, c'est de rendre les gens vachement plus sympas et de se dire qu'en fait, ils acceptent vachement plus de diversité. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est diminuer ce fameux un tiers et le réduire et le mettre, par exemple, je ne bouge que si moins de 8% de mes voisins sont comme moi. Je suis vachement plus sympa. D'accord, j'accepte plein de voisins différents. S'il n'y a que juste moins de 8, ça c'est limite. Et le 8 n'est pas du tout en lien avec le fait que c'est le pourcentage de femmes parmi les développeurs et développeuses dans mon entreprise. Rien à voir. Alors qu'est-ce qui se passe du coup si je suis plus sympa? Ils bougent pas. Alors déjà on voit ils se dandinent moins, donc ça va moins bouger. Mais ça va bouger comment? Ils vont se rapprocher. Bon, il se passe la même chose qu'avant en fait finalement. On va ségréguer, alors certes beaucoup moins, mais on va ségréguer quand même. Donc c'est moyen une solution. C'est notamment pas une solution parce qu'en fait le monde il est pas comme ça du tout. Le monde il est comme ça. En fait c'est pas comme si on était tous mélangés là pour l'instant en ce moment. Voilà. Donc si je pars comme ça, il se passe quoi? Je me remets hyper sympa à 8%. Eh ben non, ils vont pas bouger. D'ailleurs, on voit, il y a personne qui a envie de bouger. Il se passe rien. Donc là, vous êtes en train de dire super, hyper déprimante à conf, voilà. On a beau être les plus sympas du monde, vouloir être inclusif, divers et tout, ça marche pas. Ouais, génial, salut, bye, bon week-end. Bah non, en fait, il y a quand même un levier. À votre avis, ce serait lequel? Il y en a quelqu'un a une idée? Ouais. Ouais, mais du coup, quel aspect de la réglementation? Parce que là, on a vu notre tolérance finalement à avoir un environnement divers. Ouais, exactement. Il faut bouger s'il y a trop de personnes qui sont comme nous-mêmes. Notre levier, il est sur les du début. Vous vous rappelez les mains du début? En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont pas contents, les du début. En fait, ils se disent la diversité, c'est vachement mieux. Moi, j'ai envie d'avoir des gens différents autour de moi. Mais pas assez pour bouger, pas assez pour agir. Et qu'est-ce qui se passe quand on les fait agir? Le taux de ségrégation de notre société diminue, s'effondre et arrive à zéro. Avec ces paramètres-là, en tout cas. Okay, et ça, pour moi, c'est un truc genre waouh, quand j'ai appris, parce que je me suis dit, moi, je suis trop cool, j'ai envie, j'accepte la diversité, mais, j'ai envie d'avoir plein de gens différents, mais je fais pas forcément des choses pour, ou disons pas des actions pour ne pas être tolérante à la non-diversité. Finalement, je me satisfais de la non-diversité quand c'est le cas et quand elle arrive. Or là, c'est là qu'on a les moyens d'agir. Si on n'agit pas à ce niveau-là, la société, elle ne bougera pas. Et voilà, j'adore cette simulation. Vous pourrez aller la voir. Ils ont fait une sandbox où vous pouvez choisir du coup le pourcentage de triangle, de carré et jouer sur les paramètres qu'on a vus ensemble. Lancer les simulations pour voir. Et ah oui, c'est ça, c'est parce que c'est en anglais, je suis un peu perdue. Et du coup, la conclusion est assez incroyable, parce que la conclusion, finalement, qu'est-ce qu'on a vu dans tout ça? On a vu que toutes les règles qui ont été mises en place dans la situation sont des règles individuelles. D'accord, on n'a pas agi finalement sur le système, on a agi individuellement, et pourtant ça a eu des effets énormes sur le système. Donc nos actions individuelles ont du poids. Il nous dit aussi que le passé hante le présent, que finalement il faut qu'on fasse quelque chose parce que le monde est ségrégé déjà, et qu'on ne va pas agir de la même façon s'il ne l'était pas déjà ou s'il l'est déjà. Enfin voilà, ça fait partie en fait du problème que ça l'est déjà. Et du coup notre problème est d'aller à l'encontre de ça plus que de lutter pour que ça le devienne. Je ne sais pas si c'est très clair.
Euh, et puis, on a besoin d'action, et l'action, elle est dans ne pas accepter la non-diversité. Ok. Donc, s'il vous plaît, petit triangle, cherchez vos carrés. Merci. Alors, il me reste 5 minutes. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est donner des sources, vous donner des envies d'aller plus loin, etc. Déjà, les 2 activités que vous avez fait au début, donc sur les animaux et celle qui s'appelle les cordelettes, parce que originellement c'était fait avec des cordes, mais je l'ai fait avec des stylos, sont issues de la discipline positive de Jane Nielsen, qui est une approche pédagogique qui prône la fermeté et la bienveillance à la fois, et qui fait tout pour développer les compétences psychosociales des enfants. Ça a changé ma vie de parent et d'enseignante quand c'était mon cas. Je recommande chaudement ce livre à tous les parents. Il y a des ateliers partout en France si vous voulez vous former, etc. Je précise aussi que dans l'activité originelle, le guépard était un lion. Mais je préfère l'image du guépard qui évoque plus le côté vitesse, épuisement, aller plus loin, aller plus vite. Mais comme j'ai changé, voilà, je vais me faire taper sur les doigts. La discipline positive est issue de la pensée d'Alfred Adler, s'il y en a qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à lire ce livre qui s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé » d'Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Qui sont 2 japonais et en fait qui racontent dans un langage hyper simple, hyper pédagogique, vraiment accessible. La pensée d'Adler, c'est un dialogue entre un jeune homme et un sage qui cherche à être heureux, mais vraiment ce qu'il y a derrière, c'est toute la pensée d'Adler qui est à l'origine de tout ce que je dis, de tout ce qui est fait en discipline positive et du coup du message que j'ai envie de vous faire passer, des activités que je vous présente. Pour tout ce qui est première partie, où je vous ai parlé que Dev, c'est parler à des humains, etc., qu'en fait, je vous conseille 2 conférences, entre industrialisation et artisanat, le métier de développeur, qui est un meet-up de Software Creators de 2019, mais promis, c'est toujours d'actualité. Et moi, le déclic, je l'ai eu beaucoup en regardant cette conf de Roméo Murat à Xcraft, lire du code sous influence de ses émotions, qui m'a vraiment fait prendre conscience que on est des humains derrière ce code-là qu'on lit. Le petit jeu que je vous ai fait à la fin, du coup, a été fait par Nikki Case, qui est une personne non-binaire canadienne. Et elle a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont hyper intéressantes. Celui sur l'anxiété, si vous êtes courageux, est assez fou. Mais sur le sujet qui nous touche, je vous conseille surtout celui-là, The Evolution of Trust, où on peut jouer avec des petits bonhommes qui vont jouer à l'équivalent du dilemme du prisonnier, en faisant des mini-combats. Et en fait, on peut faire s'affronter des bonhommes en fonction de leur stratégie. Est-ce qu'ils vont toujours être sympas? Est-ce qu'ils vont toujours être méchants? Est-ce qu'ils vont faire une fois sur 2? Est-ce qu'ils vont faire ce que l'autre fait? Et on va jusqu'à voir l'impact de l'erreur des autres sur cette confiance mutuelle. C'est passionnant, ça prend une demi-heure, 1 heure max, et franchement c'est chouette. Et on a fait un autre sur The Wisdom and Madness of Crowds pour modéliser un peu la façon dont les fake news peuvent se propager. Donc trop génial. Et ça a été fait aussi par Vi Hart. Et en fait, c'est comme ça que moi je l'ai connue. Elle se vend comme mathémusicienne. Elle est américaine et elle fait des vidéos trop rigolotes, de trucs de maths trop fun. Et moi, je suis un peu matheuse. Et du coup, faire des hexaflexagones ou des polyèdres de Platon en ballon, je trouve ça trop rigolo. Donc, si vous aussi, ça vous fait marrer, je vous conseille ces vidéos. Il me reste 2 minutes, c'est ça? Juste je prends mes 2 minutes. Parler de la place de tout ça et de comment fonctionnent les groupes et de ce que ça peut apporter. Je ne suis pas la seule à le dire. Et du coup, j'ai retrouvé cette étude qui a été publiée dans Science en 2010. Et le but de cette étude, c'était de voir quel pouvait être un facteur de prédiction de réussite d'un groupe. Du coup, ils ont pris à peu près 700 personnes, ils ont réparti en groupes de 2 à 5 personnes. Et ils ont essayé de se demander qu'est-ce qui pouvait prédire le fait que ce groupe réussisse bien ou pas. Ils leur ont donné des tâches random. Et à votre avis, quels étaient les bons facteurs de prédiction? Non, parmi ceux qui sont au tableau à droite. Le plus prédictif, c'était la capacité à lire les émotions des autres. Et derrière, on avait le temps de parole équitable et la proportion de femmes. La satisfaction au niveau de la tâche, la cohésion de l'équipe, la motivation ou même l'intelligence du groupe n'ont pas été des facteurs déterminants pour prédire la performance d'un groupe.
Je ne suis pas la seule à le dire. On bosse mieux quand on est dans un environnement plus divers. Il y a plusieurs études, alors j'ai pas réussi à les sourcer, donc je les ai pas mis, mais j'ai eu des chiffres différents. Mais en tout cas, à chaque fois qu'ils montrent que des équipes mixtes qui contiennent et des hommes et des femmes ont une productivité bien supérieure à des équipes que d'hommes. Si ça vous intéresse, il y a énormément de ressources sur le sujet de l'inclusion, puis c'était pas le but de cette talk, mais si j'ai un point d'entrée, je vous conseille l'association Estime Numérique, qui fait beaucoup de choses autour de tout ça. En tout cas, vers Rennes, là où je suis, ici, je sais pas à quel point c'est actif ou pas, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se font. Donc, je vous remercie. Je m'appelle Anne-Laure, juste pour info. Je suis voilà. Je m'appelle Anne-Laure, je suis développeuse chez Lixi. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn si vous avez besoin. Et c'est le QR code pour les feedbacks. Je serais hyper contente d'avoir des feedbacks puisque je suis très honorée de pouvoir refaire ce talk à Alpecraft à Grenoble début. Et du coup, tous vos retours sont précieux pour encore améliorer tout ça. Merci beaucoup.